97%, c'est le taux de mobilisation de recettes pour le mois d'octobre 2022 par les régies financières, soit 1069,9 milliards de francs congolais mobilisés contre des prévisions de l'ordre de 1107,9 milliards. Une performance saluée par le Conseil des ministres. Performance pour toutes les régies financières. Performance également pour la DGDA Katanga en particulier qui a réalisé 101,42% de ses prévisions de recettes pour le mois d'octobre 2022. Et puis le 30 novembre 2022, c'est la date butoir pour le paiement du 4e acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits. L'administration fiscale congolaise invite tous les contribuables à s'acquitter de leurs obligations correctement et dans les délais échus. La centrale photovoltaïque de Chipuka dans la périphérie de Mbujimai au Kasaï oriental n'est plus qu'une question de mois. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Moudi Mouchisekedi, a assisté au chargement de 52 conteneurs d'équipements venus de l'Égypte destinés à cette centrale. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans Fiscalité et Développement dans une présentation signée Ruben Tiakiouni. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Votre fidélité au magazine Fiscalité et Développement nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Ouvrons cette émission avec les performances des régies financières pour vous dire que lors de la 75e réunion du Conseil des ministres, qui a été présidée par le chef de l'État en visioconférence, le ministre des Finances a informé le Conseil sur les performances enregistrées par les régies financières dont les recettes du mois d'octobre 2022 sont de l'ordre de 1069,9 milliards de francs congolais sur des prévisions de l'ordre de 1107,9 milliards de nos francs, soit un taux de réalisation de l'ordre de 97%. Voici les détails dans cet extrait du compte rendu du Conseil des ministres fait ici par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le ministre des Finances a informé les conseils des performances enregistrées dans la gestion des finances publiques. En effet, les recettes mobilisées au mois d'octobre 2022 ont été de l'ordre de 1069,9 milliards de francs congolais sur des prévisions des recettes budgétaires mensuelles arrêtées à 1107,9 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 97%. Les régies financières poursuivent leurs efforts de mobilisation des recettes dans la perspective de leurs assignations annuelles. Les recettes cumulées du 1er au 31 octobre 2022 ont affiché 15 879,6 milliards de CDF, ce qui représente 130% de taux de réalisation par rapport aux prévisions de janvier à octobre 2022, attendu de 12 258,6 milliards de francs congolais et 107% de taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14 790,9 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances a indiqué que l'ensemble de ces recettes représente une augmentation de 65% en comparaison avec les recettes de janvier à octobre 2021 qui étaient de 9 585,9 milliards de francs congolais, affichant un accroissement de 6 129,7 milliards de francs congolais, équivalent à près de 3,145 milliards de dollars. La situation cumulée par les régies financières indique un taux de réalisation par rapport à leurs prévisions annuelles respectives de 137% pour la Direction générale des impôts, 70% pour la Direction générale des douanes et accises et 92% pour la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations des GERAD. En ce qui concerne les dépenses, elles ont été marquées entre autres par des dépenses au titre de pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières, payées ces mois à 42,3 millions de dollars, représentant au total depuis le début de l'année une somme de 426,5 millions de dollars américains. Les paiements de 116,3 millions de dollars, comptant pour 2 mois
des dotations de la Commission électorale nationale indépendante, ce qui porte la somme totale versée à 414 600 000 $ américains. Mobilisation des recettes toujours cette fois-ci à la Direction générale des douanes et axes DGDA et sous l'impulsion de sa directrice générale Jeanne-Blandine Kawanda-Walwam. La province douanière du Katanga s'est fait encore et toujours bonne élève avec 4 mois successifs de dépassement des assignations mensuelles. Le directeur de la DGDA Katanga, René Kalala, a réuni ses plus proches collaborateurs au courant de la semaine qui vient de s'achever après la réalisation de 101,42%, certainement pour booster davantage le moral de son personnel à aller au-delà de ses performances. Images et commentaires de notre correspondant permanent dans le Grand Katanga, Lambert Yuma Ramazani. Le directeur provincial de la DGDA Katanga, M. René Kalala Masimango, a accueilli l'un après l'autre tous les sous-directeurs, ses plus proches collaborateurs de la DGDA Katanga, et ce, en présence du président de la délégation syndicale de cette entité douanière, l'inspecteur Paul Loulou. Ensemble, ils ont passé au peigne fin les réalisations des 4 derniers mois à l'actif de la DGDA Katanga. Pour rappel, la DGDA Katanga a crevé les plafonds de ses assignations les 4 derniers mois, dépassant ainsi les assignations à la grande satisfaction de la commandante en chef, la directrice générale de la DGDA. Ce mois d'octobre encore, ils ont réalisé 101%, un dépassement des recettes que René Kalala enregistre dans des conditions pénibles et appelle les administrés à plus d'ardeur. Le directeur Kalala voudrait que la province douanière du Katanga tire vers le haut les autres provinces pour donner plus de sourire à la patronne de la douane congolaise qui se bat bec et ongle pour relever le défi malgré les assignations qui se sont révélées aujourd'hui surestimées. Message capté 5 sur 5 par la délégation syndicale qui promet de sensibiliser davantage les douaniers à plus d'efforts. Nous avons été rappelés par les directeurs provinciaux en toute urgence parce que nous avons clôturé le mois de septembre, le mois d'octobre avec un taux de réalisation de 101%. Alors il fallait qu'ils réunissent le trou afin de le booster. Le secret des performances pour la mobilisation des recettes par le directeur provincial de la DGDA Katanga est connu de tous ses agents. Le chef de bureau de Mokampo l'a dit clairement lors de la cérémonie de la première édition des remises des trophées au bureau performant, c'était au mois d'août dernier. Pour ceux qui veulent connaître notre secret le plus profond de cette réussite, chacun de nous doit chercher à capitaliser les potentialités et la matière imposable qu'il gère, car il n'y a pas un grand bureau et un petit bureau à la douane, comme le disait le grand directeur Gilles César Touadi, dédicat des rêves mémoires. La douane est un océan où chacun peut mieux faire selon ses capacités. Ajouter à tous ces ingrédients la discipline et la rigueur, la réussite est à notre portée. Demeurons donc tous engagés pour une douane moderne, dynamique et performante. 4 mois de dépassement de recettes, ça n'a pas été facile. Mais faire plus, ce n'est pas non plus impossible pour René Kalala Masimango. Restons encore à la Direction générale des douanes et axes DGDA avec ses communiqués qui portent sur l'installation des équipements devant servir au fonctionnement des systèmes de traçabilité des droits d'accise STDA en sigle. Suivez la teneur de ce communiqué dans cette lecture de Mireille Makissé. En date du 29 septembre 2022, la Commission nationale industrie de la Fédération des entreprises du Congo a rendu publique la déclaration en annexe par laquelle elle favorise des visites des équipes de la DGDA en vue de l'installation des équipements devant servir au fonctionnement des systèmes de traçabilité des droits d'accise STDA en sigle. Les assertions contenues dans la dite déclaration renferment plusieurs contre-vérités et chantages dont l'état des droits ne peut s'accommoder. Ceci d'autant que la DGDA avait déjà répondu à la préoccupation liée à la prise en charge des manques à gagner et dommages qui résulteraient du dysfonctionnement du dit système en acceptant leur prise en charge éventuelle par l'administration tout en rappelant que d'expérience, ces systèmes n'accusent que très peu de dysfonctionnements. Paradoxalement, certains opérateurs installés dans plusieurs pays
qui y ont implémenté la même réforme s'y soumettent allègrement pendant qu'ils viennent mener la fronde contre les lois de la République. La DGDA informe l'opinion que, sur le plan légal, le prescrit de l'article 16.4 du décret numéro 18/045 du 4 décembre 2018 portant mesure d'application de l'ordonnance loi numéro 18/002 du 13 mars 2018 portant code des axes dispose que le fabricant est tenu d'accepter et de faciliter la surveillance ordonnée par l'administration, ne laissant de place à aucune quelconque négociation en vue de l'acceptation des installations. Les résolutions du Conseil des ministres du 8 juillet 2022 ne peuvent pas changer la loi qui institue les vignettes fiscales. À ce jour, le décret du Premier ministre et l'arrêté du ministre des Finances pris en exécution de la loi portant code des axes restent en vigueur puisqu'aucun acte contraire ne les a modifiés après les 10 conseils de ministres. La réforme, en luttant efficacement contre les importations frauduleuses, protège l'industrie locale. La réforme va permettre de protéger les consommateurs contre les produits contrefaits ou piratés nocifs à la santé en permettant à la douane de détecter les produits qui ne proviennent pas des fabricants connus. La DGDA, forte des mesures de contraintes lui reconnues par les textes légaux et réglementaires, va utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire aboutir cette réforme, repère structurel du programme économique du gouvernement de la République avec les Fonds monétaires internationaux FMI dans l'intérêt supérieur de la nation et des populations de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 2 novembre 2022, communiqué signé Kawanda Walwom, Jeanne Blandine, directeur général. À la Direction générale des impôts, vous le savez peut-être, le 30 novembre 2022, c'est la date butoir pour le paiement du 4e acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits. Voici donc le message de la Direction générale des impôts, DGI, à travers cet élément. Oh, Washi. Oui. Tokoti novembre. Novembre ngo esali nini lisusu ya ndimosi. Le 30 novembre oyo ezali bongo mokolo ya suka ya kofuta compte provisionnel ya mine ya mpaku ya litomba pe profit. Oba bengi IBP. Ezali nango lisusu account sango. Elakisi ete account ya yambo na sanza ya mitano ya mibale na sanza ya sambo pe ya misato na sanza ya libwa ofutaki te. Makambo yango etali banani? Makambo yango etali bato oyo ya membongo ya minene. Oyo na lopoto tobengi ba grande entreprise. Oyo ba futaka na direction ya grande entreprise. Bato ya membongo oyo elandi ba oyo ya minene. Oyo na lopoto tobengi moyenne entreprise. Oyo ba futaka na CDI. Kasi pona ba oyo baza na ba province. Esika ba CDI etiami nano te ba kofuta na ba siège modélisé pe modernisé ya mpaku. Motako ya compte ina ezali na 20% ya litomba ya mbula oyo elekaki. Kobakisa na supplément ya impôt pe a compte wana ekofutama na mukanda oyo tobengi bordereau de versement da compte. Kasi soki ofuti na ndenge mibeko ya mboka esengeli te. Nini ekoyela ngai? Pona bino bofuta ta compte provisionnel moko te esengeli bofuta yango. Po soki te DGA kolandela bino ata obatami na se ya mbeto bakokundula yo ngai nakei kofuta mpo nazo voyager na boyi na nga na nsima na nga batikala kokangela nga ba entreprise alors yo yaka nalakisa yo esika ya kofuta landa ngai Washi omoni esika okobanda kofuta nga nakei nayoka ke ofutaki nayebi bien que limite eza le 30 kozala le 30 te omoni nga na mifuteli na voyage na nge calmement Washi
nga na kei tolinga mboka na biso tofuta mpaku po basoins médicaux tovoyageaka kaka na étranger te nga na kei. Merci. Ok. Comme vous l'avez suivi dans cet élément, l'administration fiscale a fait un communiqué qui porte donc sur le paiement du 4e acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits. Voici les détails dans cette lecture. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du 4e acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2023, revenu 2022, intervient le mercredi 30 novembre 2022. Le montant du dit acompte représente 20% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2021, augmenté de suppléments éventuels établis ou reconstitués d'office en cas d'absence de déclaration par l'administration des impôts au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet des contestations. Leur attention est attirée sur le fait que le défaut ou l'insuffisance de paiement du dit acompte dans les délais légaux donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isis Régie et au décret numéro 07/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État tel que modifié et complété par les décrets numéro 20/019 du 21 août 2020 et ce mesure d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet acompte sont invités à télécharger leur bordereau de versement d'acompte provisionnel sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2022, Barnabé Mwakali Mwamba, directeur général des impôts. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD et le secrétariat général à l'environnement et développement durable informent les opérateurs économiques, exploitants forestiers, propriétaires des concessions forestières de procéder à la déclaration du nombre d'hectares de la superficie concédée de leur concession forestière auprès du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, direction de la gestion forestière 6, immeuble Forescom, 4e étage, Kinshasa, Gombe, conformément au contrat signé entre eux et la République démocratique du Congo en vue d'obtenir les titres de perception pour le paiement de la redevance des dites concessions forestières. Le paiement de la redevance précitée pour l'exercice en cours devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2022 et ce, conformément à l'article 125 du Code forestier. Par ailleurs, il est prévu un contrôle sur le paiement de la redevance sussuffisée exercice 2021 qui a déjà commencé depuis le 1er octobre 2022. Communiqué fait à Kinshasa le 27 septembre 2022 pour le secrétariat général à l'environnement et au développement durable Benjamin Toirambe Bamoninga, secrétaire général pour la DGRAD, Jean-Parfait Tabala Mourandikire, directeur général. Après le succès dans l'organisation des travaux de l'après-COP 27, d'abord à Yangambi dans la province de la Tchopo pour les segments scientifiques, puis à Kinshasa pour les segments ministériels, la République démocratique du Congo, pays solution au changement climatique, est déjà à Sharm el-Sheikh, la ville égyptienne qui accueille dès ce lundi 7 novembre 2022 la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À Yangambi, les travaux scientifiques étaient consacrés au rôle des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux du monde à la lutte contre le changement climatique, état de lieu et perspectives.
Ces travaux qui ont donné lieu à la déclaration de Yangambi. Ici, à Kinshasa, au segment ministériel, il était question d'unir les mondes dans la lutte contre le changement climatique. La RDC, sous le leadership du président de la République, a repris bien sûr sa place dans le concert des nations sur le plan environnemental grâce à l'implication du gouvernement à travers le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, qui mettent en tout cas en exergue la politique environnementale du président de la République. Sur place à Sharm el-Sheikh, au cours de cette grand-messe climatique qui va jusqu'au 18 novembre 2022, les pays se réunissent à la COP27 afin de prendre les mesures pour atteindre les objectifs climatiques collectifs du monde comme convenu dans l'accord de Paris et par la Convention. Suite à la COP26 à Glasgow l'année dernière, les nations devraient démontrer à la COP27 qu'elles sont dans une nouvelle ère de mise en œuvre en concrétisant leurs engagements au titre de l'accord de Paris. Les chefs d'État et de gouvernement participeront au sommet sur la mise en œuvre des engagements climatiques de Sharm el-Sheikh les 7 et 8 novembre 2022. Un segment de haut niveau auquel participeront principalement des ministres aura lieu du 15 au 18 novembre 2022. La République démocratique du Congo, en tant que pays solution, compte bien sûr jouer sa partition au cours de cette 27e conférence des Nations Unies sur le climat. Plusieurs thèmes vont être développés au cours de ces assises, dont les finances climat, l'adaptation et la résilience au changement climatique, les technologies du climat, la science et l'innovation et bien d'autres accords. Nous y reviendrons très prochainement dans nos prochaines éditions de Fiscalité et Développement. Retour au pays, 35 ans après sa création en 1987, beaucoup de Congolais et Congolaises ignorent encore le travail fait par l'Inspection générale des finances IGF. Dans un documentaire réalisé à l'occasion de ces 35 ans, il est relaté les grandes péripéties de cette institution placée sous l'autorité directe du président de la République et les perspectives dans la lutte contre l'impunité, la corruption et le détournement des deniers publics. Et la patrouille financière, en tout cas, se porte à merveille. Regardez. L'inspection générale de finances est un service public de contrôle, doté de l'autonomie administrative et financière, créé depuis 1987, avec comme mission de vérifier et de contrôler toutes les opérations financières de l'État, des entités administratives décentralisées, des établissements publics et organismes para-étatiques. Aussi, elle contrôle les organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant du concours financier de l'État sous forme de participation en capital, de subventions, de prêts, d'avances ou de garanties. Il est le bras séculier de l'exécutif dans le domaine de contrôle des finances publiques. 1987 marque la naissance de l'IGF, Inspection générale de finances, considérée aujourd'hui comme un épouvantail dissuasif contre les criminels financiers. Léon Kazumba Luaula représente la figure emblématique de l'inspection générale des finances. Il est non seulement le tout premier chef des services de cette institution, mais aussi le mentor de plusieurs inspecteurs, y compris l'actuel chef de service, Jules Alinguete. Avec Joachim Mwangi comme second, il forme l'équipe qui assurera les premiers pas de cet outil d'importance capitale pour soutenir les finances publiques du Zaïre, parmi les plus bas au monde. Mais l'inspecteur Mwangi, rappelé à d'autres fonctions par et fut remplacé par Masiokpo Sukuruku, qui quelques temps plus tard devient chef de service avec Ngoma Mpungi comme adjoint. Et puis vient le tour de Mwangi, qui revient cette fois comme chef de service, secondé par Batubenga Mbayi. Par la suite, Batubenga, assumant l'intérim de son titulaire, se verra appuyé par Mabele comme adjoint. Et enfin, en juin 2020, sera nommé l'équipe Jules Alinguete, chef de service, secondé par Batubenga Pandamadi comme adjoint. De 1987 à 1922, l'IGF totalise jour pour jour 35 ans d'existence. À sa tête, 5 inspecteurs des finances, chefs de service, se sont succédés. Pendant ce temps, 4 périodes marquent le mouvement de dépendance de l'IGF, qui est passé tour à tour et dans les deux sens,
du ministère des Finances et de l'autorité directe du chef de l'État. Parce que, de 1987 à 2003, l'inspection générale des finances fonctionnait sous tutelle du ministère des Finances. Elle est ensuite passée sous l'autorité directe du chef de l'État entre 2003 et 2004, avant de retourner aux finances de 2004 à 2009. La même année, la présidence de la République reprend le contrôle jusqu'à ce jour. L'inspecteur chef de service honoraire, Pierre Ngoma, explique les raisons fondamentales de ces mouvements. Il y avait beaucoup de difficultés parce que les missions de contrôle, les rapports étaient déposés et après le dépôt des rapports, nous ne savions plus suivre ce qu'ils devenaient. Parce que un directeur n'a pas à aller bousculer un secrétaire général sur les dossiers déposés. Et donc, beaucoup de rapports demeuraient sans suite. Et nous n'avions pas le pouvoir d'aller réclamer ni chez le secrétaire général, ni auprès du ministre. Voilà. Dès que le rapport est terminé, il est déposé, et puis le travail est terminé pour nous. Voilà. Victor Batoubenga Mbayi, qui jusque-là détient le record de longévité dans la gestion de l'IGF, fait partie de ceux pour qui cette institution n'a plus de secret. Elle en connaît bien l'histoire et peut donner aujourd'hui des orientations crédibles. Il y a eu une deuxième période où, pour des raisons politiques, après Sun City, on va décider de rattacher l'inspection générale des finances à la présidente de la République. C'était une décision d'autorité. Mais ça n'a pas fait longtemps, on a fait juste 9 mois à la présidente de la République. Parce que le ministre des Finances n'était pas à l'aise. Il savait qu'à tout moment, on pouvait larguer une mission de contrôle et le contrôler lui aussi. Alors que dans la première période, l'inspection générale des finances exerçait son contrôle par délégation du ministre des Finances. Or, 90% des dépenses, 99% même des dépenses passent par le ministre des Finances. Donc, le pouvoir de l'inspection générale des finances était vraiment réduit. Parce que c'est la personne qui devait le plus contrôler qui était au-dessus du contrôle. Et ce qui fait que le ministre des Finances qui est passé à l'époque a tout fait pour faire passer notre texte où nous revenions de nouveau à l'inspection, à la situation de la direction. Et ça a perduré jusqu'en 2003. Et je vous assure que tout ce que j'ai décrit comme des avantages, c'était de nouveau arrivé. Et en plus, il y a un phénomène qui a toujours été remarqué, c'est que la Fédération des entreprises du Congo s'arrangeait toujours pour placer quelqu'un qui leur est favorable à la tête du ministère des Finances. Ce qui fait que toutes les initiatives qui venaient de l'inspection, qui étaient capables de ramener beaucoup de recettes au niveau de l'État, étaient étouffées par ce pouvoir économique. Lancement de la campagne de sensibilisation du guichet unique intégral du commerce extérieur, défense du projet de loi de finances 2023 à l'Assemblée nationale, échange avec les ambassadeurs désignés pour le 9e jeu de la francophonie, ouverture de la 11e édition d'Africa Digital Expo 2022, échange avec le président de l'entreprise Huawei pour la région Afrique. Autant d'activités réalisées par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au courant de la semaine qui vient de s'achever. Le tout dans un commentaire signé Jocelyn Baba sur les images de nos confrères de la cellule de communication de la primature.
Vendredi 4 novembre 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu dans son cabinet de travail le président de l'entreprise Huawei pour la région Afrique en visite de travail en République démocratique du Congo. Le vice-président en charge de relations publiques qui a accompagné le président de l'entreprise Huawei a salué l'importance que les chefs du gouvernement congolais accordent au secteur du numérique. Alors on est très ravis aussi que le Congo puisse avoir ce plan national du numérique. Notre contribution, elle est de plusieurs façons. Donc déjà, nous, on est fournisseurs d'infrastructures. Donc déjà, le numérique ne peut pas se développer sans infrastructure, et ça, c'est notre métier. Deuxième chose, le numérique se développe avec les ressources humaines, et c'est là aussi qu'on intervient pour former et pour faire la passation du savoir, que ce soit sur nos produits ou nos technologies, vers le pays. Jeudi 3 novembre 2022, le commandant des guerriers a échangé tour à tour dans son cabinet de travail à la primature avec la délégation de la représentation des étudiants du Congo venus lui soumettre des desiderata pour l'avancement de leur secteur et en même temps remercier les chefs du gouvernement quant à la suspension de la grève et au relogement des étudiants. Avec les caucus des députés nationaux et sénateurs du Maniema, ils ont passé en revue non seulement la situation sécuritaire de cette province, mais aussi le désenclavement du Maniema, son électrification et la question liée à l'élection du gouverneur et de son vice-gouverneur. Après avoir échangé avec toutes ces délégations, le Premier ministre a ouvert le même jeudi la 11e édition d'Africa Digital Expo 2022 où il a souligné l'intérêt et l'importance que son gouvernement accorde au numérique pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous portions des solutions aux défis du développement, de la construction d'un espace cybersécurisé, de la protection des données de nos citoyens et de tous les défis qu'imposent le numérique. Après les réponses pertinentes du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde aux préoccupations des élus du peuple, le projet de budget exercice 2023 a été jugé recevable par l'Assemblée nationale. Ce vote est intervenu après que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ait rencontré de manière pertinente les multiples préoccupations des députés nationaux. Au cours de la même semaine, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a lancé officiellement la campagne de sensibilisation du guichet unique intégral du commerce extérieur. Une occasion pour les chefs du gouvernement d'appeler tous les acteurs à soutenir le guichet unique intégral du commerce extérieur pour ainsi optimiser les recettes publiques de l'État. En sa qualité de superviseur du comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu les ambassadeurs de la République démocratique du Congo dans le cadre de ce jeu, après la cérémonie de tirage au sort qui a abouti au choix des 2 compatriotes à Kinshasa. Rendons-nous dans le Congo profond en séjour de travail à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et voulant s'assurer de l'évolution du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités, programme dans lequel le FPI a été enrôlé. Le directeur général du FPI, Bertin Moudi Tshisekedi, est allé assister au chargement de 52 conteneurs d'équipements venus de l'Égypte et destinés à la centrale photovoltaïque de Chipuka, dont le chantier se trouve dans la périphérie de Mbujimayi au Kasaï oriental. Ces équipements vont être acheminés par train à Mweneditu pour une destination finale qu'est Mbujimayi. Images et commentaires, cellule de communication du FPI. Dans les tout prochains jours, les chantiers de la centrale photovoltaïque de Chipuka dans la périphérie de la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental pour l'implantation d'un champ solaire d'une capacité de 10 MW et doté d'un système de stockage de 5 MW par heure va connaître des avancées significatives. Pour preuve, tous les équipements nécessaires pour son installation sont déjà arrivés en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Il s'agit de 52 conteneurs regroupant les structures métalliques, les panneaux solaires et bien d'autres composants pour le montage d'un champ solaire voltaïque à installer à Chipuka, dont la superficie est de 83 hectares. Présentement, l'heure est au chargement sur train de Lubumbashi pour Mweneditu, en séjour à Lubumbashi. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Moudi Tshisekedi, conduit par les responsables de l'agence transitaire en douane Trade Service
qui a été sélectionné par le FPI pour dédouaner et évacuer ces conteneurs expédiés par l'entreprise égyptienne Hassan Alam Pejesco qui est en train de construire cette centrale photovoltaïque. La délégation du FPI, conduite par son directeur général, a reçu de la part de l'un des partenaires de Trade Service, Impala Terminals, qui se charge de toute la logistique, les explications nécessaires relatives à l'expédition de ces 52 conteneurs par train vers Mweneditu et atteindre la destination finale, le chantier de Chipuka. Monsieur Guy Kimenyembo est l'un des responsables de l'agence transitaire en douane Trade Service. Et comme vous pouvez le constater, la marchandise est bien arrivée à Lubumbashi. Et sur le plan logistique, nous y mettons le maximum d'efforts pour pouvoir les acheminer le plus rapidement possible vers Mweneditu et ensuite Chipuka. Et nous accompagnerons donc le FPI dans la totalité sur le plan logistique et dans les meilleurs délais, donc comme on vient d'avoir des explications sur le plan technique, dans le minimum d'un mois, déjà nous aurons notre premier matériel sur le site. Sur le plan fiscal, il faudrait nécessairement que le ministère des Finances s'y mette, notamment en termes d'exonération, parce qu'il était prévu au départ que ce soit une exonération totale, mais on a été aligné sous ANAPI, ce qui fait qu'il y a des frais non prévus qui sont apparus. Et nous espérons que pour la suite du projet, le ministère des Finances y mettra du sien afin d'obtenir l'exonération totale. Très satisfait, le directeur général du FPI, Bertin Moudimou, a tout de même demandé aux responsables de l'agence transitaire en douane et son partenaire en charge de la logistique de lui soumettre le plus rapidement possible un chronogramme bien défini pour cette opération d'expédition vu le caractère très urgent que revêt ce projet pour répondre à un besoin très pressant de la population du Kasaï oriental qui est d'être dotée d'énergie électrique et cela est le vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut considérer que la distribution physique chez nous pose des problèmes, des contraintes, des locomotives, de la voie. Mais les marchandises ou les produits sont déjà arrivés ici à Lubumbashi. Nous sommes venus contacter Trade Service pour nous donner plus ou moins la programmation de ces envois vers Chipuka. Et ils nous ont donné une estimation du programme, du calendrier. Et nous pensons que si tout marche bien, les choses vont arriver à Mweneditu, je crois, vers le mois de décembre, le mois de janvier. Il s'y est de rappeler que la construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka est l'un des projets que le FPI finance intégralement en exécution du programme congolo-égyptien pour la construction des infrastructures structurantes dans la région du Grand Kasaï. Cela dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Restons encore à Lubumbashi dans le Haut-Katanga où le patron du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, a visité les installations de la société MAC Industrie. Cette unité industrielle spécialisée dans la fabrication des emballages pour le transport des produits miniers qui est en faillite, il faut le dire, et qui vient d'être rachetée par la société Bag & Sachs, spécialisée dans la fabrication et la production des emballages biodégradables et recyclables qui est opérationnelle à Kimpese. Nous sommes là dans les territoires de Songololo, dans le Congo central. Le promoteur de ce projet qui vient de racheter donc MAC Industrie sollicite du FPI un financement pour installer Bag & Sachs Katanga. Le directeur général du FPI a tenu de se mettre à l'évidence en visitant bien sûr les installations de MAC Industrie avant de se prononcer sur le financement de ce projet qui viendra bien sûr booster la production locale des emballages biodégradables et recyclables en République démocratique du Congo. Une fois de plus, image et commentaire, cellule de communication du FPI. Ça a été annoncé depuis des mois et les négociations ont été bouclées. La société MAC Industrie, spécialisée dans la fabrication des emballages pour le transport des produits miniers, après une longue période d'inactivité,
vient d'être racheté par la société Bax & Sachs, spécialisée dans la production des emballages biodégradables et recyclables, qui est opérationnelle à Kimpese, dans le Congo central. De cette opération de rachat, qui s'est faite sous la facilitation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, qui avait financé les deux projets, Mac Industrie se migre à Bax & Sachs Katanga. En tant que facilitateur de cette négociation et en sa qualité d'institution financière qui accompagne ces deux grosses machines industrielles, le FPI, à travers son directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi, a tenu à se rendre à l'évidence en visitant les installations de Mac Industrie à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, avant de se prononcer sur le financement de Bax & Sachs Katanga. Ce projet qui viendra booster la production locale des emballages biodégradables et recyclables en République démocratique du Congo. Reçu par le promoteur du projet Bax & Sachs, M. Hussein Lada, Bertin Moudimou Tshisekedi, entouré des experts du FPI, a eu à faire le tour de la propriété et des installations de la défaillante Mac Industrie. Ce sont des machines devenues vétustes et désuètes par rapport à l'évolution technologique qui ont été visitées par la délégation du FPI. À en croire le nouvel acquéreur du projet, le financement attendu du FPI sera affecté au renouvellement des bâtiments existants et à la mise en place de nouveaux ateliers. La société Bax & Sachs Katanga va produire localement des emballages destinés au transport de minerais et servir en même temps des emballages pour les cimentiers et agriculteurs de l'espace Grand Katanga. L'opération d'acquisition est déjà terminée. Maintenant, on est dans la phase d'implémentation des plans de réinvestissement et réhabilitation de les bâtiments existants. Et on a déjà placé des commandes pour les nouvelles machines qui vont arriver d'ici 6 mois. Alors on n'a pas beaucoup de temps pour vraiment commencer les démarches de construction, de réhabilitation, connexion de la ligne électrique pour se préparer avant que les machines arrivent. On estime que si on peut terminer tout ce mois-ci, on espère d'avoir les premières productions déjà en mai l'année prochaine. Aussi, le directeur général du FPI a été informé du fait que la capacité globale annuelle de l'usine à installer fait une projection de 36 millions de sacs vides de ciment, 12 millions de sacs vides pour les produits agricoles et 2 millions de big bags pour les miniers. Et sur le plan socio-économique, Bax & Sachs Katanga pourra créer environ 400 emplois directs, en plus des économies des devises et de l'élargissement de l'assiette fiscale qui en découleront. Bertin Moudimou l'a dit, l'accompagnement du FPI est envisageable. Il était question que nous venons ici à Lubumbashi pour voir de visu la proposition nous faite par Bax & Sachs de récupérer une autre société, MAC, qui a eu des problèmes, mais il faut les placer dans le cadre d'une politique de rationalisation afin de pouvoir améliorer la production au niveau de Lubumbashi. Vous savez qu'à Lubumbashi, il y a beaucoup de miniers, des cimentiers également, qui ont besoin des emballages, des sacs pour essayer de transporter leurs différents produits. Et que la sortie de ces produits-là entraîne la sortie des devises, parce que ce sont des produits qui sont achetés à l'étranger. Et vous savez, à l'étranger, on n'achète pas dans la monnaie nationale, on n'achète pas en francs congolais, on achète en devises étrangères, notamment en dollars américains. Et ça fait des montants importants qui sont exportés comme ça là par ces achats que nous faisons à l'étranger, les achats des emballages en sac. Maintenant, avec la politique d'intégration, c'est-à-dire l'achat de cette société MAC par Bax & Sachs, il n'y aura plus de sorties de devises. Nous allons produire sur place, les miniers vont acheter les emballages produits sur place et il y aura des économies que nous allons réaliser en termes de devises qui doivent sortir. Mais il y a également la main-d'œuvre nationale qui est employée. Il y a les impôts et taxes que la société Bax & Sachs va payer qui vont venir à améliorer le budget de l'État. Et donc les avantages sont tellement certains que nous envisageons sincèrement réaliser cet investissement dans le meilleur délai. Pour
Pour rappel, c'est depuis 2010 que le FPI avait financé la société MAC Industrie. Cette dernière a toujours été considérée comme un canard boiteux. Elle n'a jamais atteint la capacité de production attendue d'elle. En rachetant cette industrie avec son passif, le nouvel acquéreur s'engage également de sortir MAC Industrie du portefeuille prêt du FPI. Un travail relatif à la cristallisation de la créance est en cours d'exécution. Retour à Kinshasa pour voir maintenant du côté du panier de la ménagère comment se sont comportés les prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 5 novembre 2022. Le tout dans cet élément préparé par Naomi Makwela et rendu par Marlène Bassoussou. L'évolution des prix des produits alimentaires de grande consommation au samedi 5 novembre 2022 s'ouvre avec les poulets dont le prix d'un carton de poids 12, 10 pièces n'a pas bougé depuis la semaine passée sur les différents grands marchés de la ville-province de Kinshasa. Au marché de la Liberté, le coût de ces produits n'a pas changé, il s'est vendu à 101 000 francs congolais. Baisse observée au marché Zigida, où le prix d'un carton de poulet qui coûtait 105 000 francs congolais la semaine passée s'est négocié actuellement à 100 800 francs congolais. Au marché Gambela, il faut décaisser 99 500 francs congolais pour avoir ces produits. Et enfin, au marché Matete, le prix d'un carton de poulet poids 12 revient à 99 200 francs congolais. Côté légumes, la botte de feuilles de patates douces, connue au nom de Matimbele, en provenance des Maluku, Ntsele, Nzili Brasserie Ngwele, se vend à 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Côté produits secs, sachez que les prix d'un récipient de farine de maïs appelé communément écolo se vend à 1500 francs congolais au marché de la Liberté, 2000 francs congolais au marché Zigida et Gambela et à 1500 francs congolais au marché Matete. Au sujet d'un écolo de farine de manioc en provenance du Kwilu et du Congo central, il coûte 1000 francs congolais au marché de la Liberté et Matete, 1500 francs congolais au marché Zigida et 1200 francs congolais au marché Gambela. Bouclons ces passages en revue des prix de quelques produits alimentaires de première nécessité par la mangue, dont le prix d'un lot de 5 fruits se vend à 500 francs congolais au marché de la Liberté et Matete. 1000 francs congolais, c'est les prix observés à la fois au marché Zigida et Gambela. Tels sont les prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectés par l'agence Galaxy Media sur les principaux grands marchés de la capitale congolaise. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 4 novembre 2022 a affiché $1 américain à 2012,98 francs congolais, 1 euro à 1987,31 francs congolais, 1 franc CFA à 3,029 francs congolais et un rand de la monnaie sud-africaine à 110,93 francs congolais. Au samedi 5 novembre 2022, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 2020 et 2050 francs congolais, le billet vert dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Ndjili, la devise américaine s'est changée à 2000 francs congolais, 2100 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et 2080 francs congolais, les rois dollars, précisément sur l'avenue Lukusa, chez Mère Double dans la commune de la Gombe. 2000 francs congolais, c'est le taux observé à Matadi dans la province du Congo central, même taux constaté à Chikapa dans le Kasaï et à Kikwit dans la province du Kwilu. 2005 francs le dollar américain à Bouta, nous sommes là dans la province du Bazuélé, 2010 francs à Lodja dans les Sankourou. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Bukavu dans la province du Sud Kivu où $1 américain s'est changé à 2050 francs congolais. On prend à présent les nouvelles des cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 5 novembre 2022. Marlène Bassoussou nous en dit plus dans cet élément. À New York, le baril du brut léger américain a coûté $92,60 américains, soit une hausse de 5,28%. Hausse également à Londres de 4,44%, les barils du Brent se vendant à $98,75 américains. Selon les experts du site prixdubaril.com, les barils de Brent de la mer du Nord, variété européenne de référence pour le pétrole, a terminé vendredi en forte hausse et approché le seuil symbolique de $100 américains sur un marché enthousiaste à l'idée d'un possible assouplissement de la politique anti-Covid en Chine.
Le kilowattheure du gaz naturel s'est vendu à 640 $ américains, soit toujours en baisse de 0,91%. Sur le marché minier, la tonne métrique du cuivre s'est négociée à 7509,50 $ américains, en baisse de 3,01%. La tonne métrique du cobalt s'est vendue à 51 515 $ américains, en hausse également de 0,02%. L'once d'or est restée stable à 0,00% depuis plusieurs mois, se vendant à 1681,27 $ américains. La tonne métrique du fer est à 85,16 $ américains, en hausse de 1,79% selon investing.com. La tonne du coltan est toujours stable à 0,00%, se vendant à 114 000 $ américains selon le site investir.leseco.fr. La tonne métrique du lithium, de son côté, a coûté 1219 $ américains, soit une baisse de 2,25%. Sur le marché des céréales, la tonne du maïs est négociée à 681 $ américains, en hausse de 0,11%. La tonne du riz a coûté 17,31 $ américains, en hausse de 0,90%. Celle du bleu s'est vendue à 848 $ américains, en hausse de 0,03%. Pour les autres produits agricoles, la tonne du café a affiché une forte hausse de 40,99% à 176 $ américains, dictée par la hausse importante des coûts de production depuis plusieurs mois. La tonne du cacao a gagné 5,00% de sa valeur, se négociant à 2434 $ américains. Enfin, la tonne du coton a valu 87 $ américains, soit une forte baisse de 15,28%. Selon les observateurs, la crise énergétique qui bat son plein dans certains pays, faisant augmenter la facture, serait la première source d'inquiétude caractérisée par la hausse des coûts dans l'industrie textile européenne. Madame, Messieurs, la grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci de l'avoir suivi et nous dédions cette émission à tous nos compatriotes du Nord Kivu. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.